Alors ici, nous parlons des dettes de la maison. Est-ce que prendre une dette de la maison est une bonne dette ou une mauvaise dette? Déjà, je dirais, ça dépend. C'est une mauvaise dette comme c'est une très bonne dette. La première des choses à savoir, c'est qu'il y a deux types de maisons au Canada. Il y a la maison d'habitation qu'on appelle le domicile familial, qui ne produit rien, que c'est toi qui sors ton argent dans la poche pour investir là-dessus. Il y a la deuxième maison qu'on appelle le locatif. Les locatifs, ce sont les locataires qui vont payer ton prêt hypothécaire sur 25 ans. Alors, lorsqu'on vient d'arriver, quelle est la meilleure stratégie pour quelqu'un qui vient d'arriver? La meilleure stratégie serait, si vous n'avez pas beaucoup d'enfants, c'est de faire le 2 en 1. C'est-à-dire, je m'en vais, je me qualifie pour un duplex ou un triplex et je fais en même temps ma résidence principale. Ayant des enfants, je peux vivre au sous-sol et louer le haut. En te préqualifiant pour la résidence principale dans le même lieu que le locataire, tu peux aller prendre un financement à un taux très réduit, voire même 5% si les conditions n'ont pas changé. Maintenant, deuxième option, si vous avez beaucoup d'enfants, je comprends qu'à un moment donné, on veut être à l'aise, hein, on veut voir le chez-toi. Vous pouvez maximiser, vous pouvez aller dans la maison principale unifamiliale. Mais cette maison, elle sera une mauvaise dette si vous mettez les 1 million pour l'acheter, les 700 000, les 500 000. Pourquoi? Parce qu'elle vous fera payer et pourtant, elle ne produit pas. Si vous étiez en location avec vos 6 enfants, j'imagine vous pouvez par exemple rester dans une maison de 2000 $. Alors, en prenant l'hypothèque, restez dans le 2000 $. En restant dans le 2000 $, vous pouvez prendre l'hypothèque de maximum 350 000, 450 000. Si vous partez prendre l'hypothèque de 800 000 parce que la banque a dit, avec mon salaire et le salaire de mon mari, vous pouvez aller chercher une maison d'1 million, vous pouvez prendre un château. Ça, les banquiers, n'oubliez pas, ce sont des vendeurs. Tous comme les assurances. Ils vont vous mettre dans des pétrins et tu vas travailler pour payer la dette de la maison. Ta femme travailler pour payer la dette de la maison. Et comme ça ne suffit pas, vous allez balancer même l'argent des enfants dans la maison et vous n'allez jamais voyager ni vivre. Pourquoi? Parce que vous travaillez seulement pour payer la maison. Et pourtant, si on était soit allé dans le triplex avec le même 800 000, on avait pris un triplex et on vivait au sous-sol, on devrait faire un bon business. Ou bien on était en unifamilial avec un 300 000 maximum, on devrait faire un bon business. Donc, mauvaise, bonne, ça dépend de l'intelligence financière que nous allons intégrer. Il y a Passy qui a parlé, il y a Marie qui a dit, la maison devrait être chère avec le temps, les entretiens et tout et tout. Je dirais ceci, tout bien qui fructifie avec le temps prend aussi à un moment donné de l'investissement. Je prends un exemple. Marie, toi tu vis dans un 4,5, tu payes 1500 $. Un exemple, si vous êtes à Montréal. Le même 1500 $, tu permets à ce que ton bailleur termine son prêt et devient riche pendant que toi tu t'appauvris. Pourquoi? Parce que tu es en train d'aider quelqu'un d'autre. Imagine maintenant le même 1500 $, tu te prends une maison. Tu te qualifies pour une maison qui est le même montant de 1500 $. Voilà pourquoi vous devez quitter les grandes villes. Ce n'est pas pour rien, je suis à Trois-Rivières. Ton hypothèque est le même prix que si tu étais en location. À côté, tu vas payer la taxe municipale, tu vas payer la taxe, la taxe municipale, la taxe scolaire. Les deux taxes, si tu les divises, tu ajoutes sur les 1500 $, tu es peut-être dans les 1800 $. C'est bien beau. Les rénovations, disons, mets un 200 $ dans un compte CELI de côté en cas d'urgence. Là, tu es à 2000 $. La différence est de 500 $ si tu étais en location. Il n'y a pas de souci. Rendu à 5 ans, appelle ta banque. Parce que le 1500 $, le 2000 ici, que tu payes chaque mois, c'est ton argent. Contrairement, lorsque tu es en location, le même 2000 que tu donnes au bailleur est bye-bye. Alors, ici, tu es en train de créer ce qu'on appelle le levier. Ça veut dire, tu peux refinancer la même maison pour construire au pays. Et là, je l'ai écrit dans mon livre « Immigrer
vivre réussi au Canada en 5 étapes que je vous conseille de lire. On ne réussit pas au Canada parce qu'on fait comme tout le monde. On réussit lorsqu'on lit beaucoup, lorsqu'on se démarque et on trace son chemin. Sortez de l'allocation. Première erreur à faire au Canada, sortez de l'allocation. Pourquoi? Parce que c'est l'argent du Canada en immobilier qui doit vous permettre d'investir et de construire gratuit au pays. Je dis bien gratuit. Ne construisez pas au pays avec vos économies. Vos économies doivent vous permettre de lancer un business, de fructifier et d'augmenter l'argent du business sur l'argent que vous avez eu dans le levier immobilier au Canada pour investir au pays sans stresser. Alors Nina, lorsqu'après les 5 ans, on a donc pris le refinancement, on a de l'argent. C'est ici qu'on dit on devient riche hein, avec l'immobilier. Lorsque tu as créé, bon, chez Desjardins, ils appellent aussi ça la marge à tout, ok? Ça veut dire j'ai une marge de crédit que je peux aller prendre sur ma maison. Ça, c'est très très bien et c'est bon à savoir pour mieux le faire. Vous avez parlé d'un point aussi, que ce soit les deux dames. Vous avez parlé du fait que vous attendez un conjoint pour acheter la maison. Vous devez savoir, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de limite. Les seules limites, c'est vous. Et si j'arrive aujourd'hui à vous parler, je n'investis avec personne au Canada, ni ailleurs. Je suis seule dans mes investissements. Et j'ai acheté ma première maison seule. 2 ans après, j'ai refinancé la deuxième seule. Là, je vous parle avec les preuves à l'appui pour vous dire, dépassez-vous. Alors, Nina Beauté, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez vous battre à soit faire 2 jobs, chose que je déconseille, mais si vous n'êtes pas entrepreneur comme moi, faites même 2 jobs pendant 2 ans. Quittez des réseaux sociaux, perdez-vous, bloquez plusieurs personnes. Vous êtes en guerre contre la liberté financière. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'augmenter votre capacité d'emprunt. Mais vous devez faire affaire ici avec un comptable. Vous avez le cabinet comptable, le QNCPI avec qui je travaille. Appelez-le parce que moi, c'est un comptable qui m'a impacté. Je veux acheter une maison. Dites-moi, qu'est-ce qu'il me faut? Ce qu'on vous dira vous donnera une marche à suivre pour bâtir la capacité d'emprunt et diminuer si possible vos dettes. Vous allez donc prendre le conseil de votre comptable. Vous allez revenir. Moi, j'avais pris le conseil de mon comptable et à cette époque, j'étais entrepreneur dans les salons de coiffure. Mais j'ai vu, je ne gagnais pas grand-chose. Je commence à rêver grand lorsque j'entre dans le marketing du réseau Edmark. Je vois les bonus que j'ai, je vois les ventes que je fais et je me déclare employé dans ma compagnie. Et là, c'est un secret que je vous donne ce soir. Lancez une entreprise. Soyez employé dans cette entreprise et ayez le pouvoir de décider de votre revenu. Parce que quand tu es employé dans ta compagnie, c'est toi la boss. Tu peux prendre même 50 $ de l'heure. Après les 2 ans, quand tu as fini de récupérer la dette que tu veux, ben, baisse même à 15 piastres là si tu veux. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a ouvert ton prêt, on t'a donné le prêt hypothécaire, la banque ne te demande plus jamais ce que tu fais pour payer la dette. Tout ce qu'on veut, c'est paye-moi la dette. Si et seulement tu quittes d'une banque à une autre au courant des 25 ans, la nouvelle banque te demandera les preuves de revenus pour récupérer le prêt. Mais tant que tu restes avec la même banque, pourquoi aller ailleurs? Même si le taux d'intérêt est de moins dans l'autre banque, mais toi personnellement, tu sais que mes revenus à date ne me permettront plus de refinancer ailleurs. Tu restes sur ton salaire minimum. Autre chose que vous devez savoir, c'est lorsqu'on le fait, tu peux déclarer dans ta compagnie autant que tu veux, mais soyez rassurés, vous allez payer ce qu'on appelle la retenue à la source. Plus vous déclarez le salaire, plus vous devez être capable de payer. Aussi, vous ne pouvez pas venir dans une entreprise qui ne fait pas 100 000 $ l'année et vous dites, vous avez pris un salaire de 30 $. Vous voyez un peu, c'est incohérent. Ou bien, j'ai vu un salaire cette année de 70 000 $. Mais ta compagnie n'a même pas fait 50 000. Donc, pour également le faire, soyez prête à travailler dur pour augmenter le chiffre d'affaires de votre compagnie.
Vous me voyez toujours en train de travailler. Vous ne vous posez pas de questions. Je travaille justement parce que ma compagnie est pour moi une vache à lait. C'est cette compagnie qui m'aide à avoir des emprunts au niveau des banques. Donc, vous pouvez le faire seul, à une condition. Sachez que le mindset de je suis seul n'est pas différent. N'est pas pareil que quelqu'un qui compte sur son mari. Prenez à la taille de vos performances. Ne stressez pas. La banque, la première fois que j'étais qualifiée seule, on m'avait donné un emprunt de 350 000. J'avais une marge de 350 000, mais je n'avais pas pris une maison de 350 000 pour vivre. J'avais pris moins. Nina, pourquoi? Parce que j'avais déjà une vision. Je savais qu'il me fallait encore du lousse sur mon crédit pour aller rechercher d'autres emprunts. Il ne faut pas aller full ce qu'on appelle votre capacité d'emprunt. Chose aussi à savoir, les dames, n'attendez pas le mari pour acheter la maison. Il peut ne pas venir. Nous sommes dans un pays où c'est nos limites. Si le mari ne vient pas, tu fais comment? Et même si ce mari-là arrive, vous n'avez pas le même rêve, tu fais comment? Tu peux avoir, pardon, je finis. Tu peux par exemple dire, je veux acheter la maison, mais l'homme qui t'épouse, lui, veut investir au pays. Tu feras comment? Donc, pour moi, ce que je vous conseille de faire, c'est appeler un comptable dès demain. Parler de vos projets au comptable qui est passé ici, les QAM, CPI, et puis dites-lui, je veux oser. Je veux oser. Vous allez voir, vous reviendrez ici me donner une bière. Que maman Nina boit le champagne, parce que moi, elle ne boit même pas la bière, je bois le champagne. Parce que ce discours va tellement vous motiver. Maintenant, une chose que j'ai vue aussi, c'est lorsque tu as déjà une maison, et on peut pas tout avoir dans la vie, ça va frustrer beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes sont frustrés le fait de savoir que tu vis déjà chez toi, et lui, il est encore en location. Oui, oui. À un moment donné, il va se sentir comme diminué. Est-ce que je viens vivre chez toi? Est-ce que tu vends cette maison, on achète l'autre? Donc, ce sont des questions qui reviendront sur table. Mais je vous conseille fortement, ne vendez jamais votre bien immobilier pour un mari. Ne quittez jamais. Bon, vous pouvez quitter la résidence, mettez en location, mais ne vendez pas. Parce que la femme, pour moi, doit suivre son mari. Jusqu'à preuve de contraire. Si vous n'avez pas les enfants, mais si vous avez la Chine populaire comme Nina, pardon, ne sacrifiez pas vos enfants pour un homme. C'est à lui de se sacrifier ou bien garder 2 loyers. Mais si vous êtes encore comme Christy qui n'a pas d'enfant, elle est célibataire, Christy, bats-toi. C'est le conseil que je donne à ma fille. Je dis à ma fille, bats-toi à avoir ton bien avant de te marier et refais d'autres biens avec ton mari. Le premier bien que tu as eu avant le mariage, c'est une sécurité pour toi. Va en mariage, c'est ton mari et laisse ce bien-là en location. Au fil des temps, 10 ans plus tard, les locataires ont payé le bien et c'est un argent que tu peux récupérer et lancer tes meublés au pays. Lancer tes meublés au pays. Donc, brisez cela, qualifiez-vous et achetez vos maisons. Bon, on va finir par les dames qui ont dit, on réfléchit, on vient d'arriver, on réfléchit. Madame T, tu viens d'arriver, mais laisse-moi te dire, celui qui entre au Canada doit déjà avoir un plan à main. Chose que j'ai dit dans le livre, Immigrer, vivre et réussir au Canada. Tu viens pourquoi? Quel est ton objectif? Tu dois l'avoir et c'est maintenant que tu commences à travailler ton rêve canadien. Si tu penses que tu veux la maison au Canada, ne reste pas dans les 16 $ de l'heure. Va à l'école, augmente ta valeur et des bons salaires. Parce que ta première maison là, on va te qualifier selon qu'est-ce que tu fais. Moi, ma première qualification, c'était quand j'étais préposé aux bénéficiaires. J'ai travaillé préposé pendant 2 ans. Je faisais 2 chiffres. Premier achat triplex avec mon ex. Mais quand on s'est séparés, pouf, on a vendu, on a partagé les parts et puis chacun a pris son chemin. Ok? Donc, pour répondre à celle qui disait si j'achète avec mon mari après ça ne marche pas, n'écoutez pas ceux qui parlent au village en disant elle a arraché ma maison au Canada, elle a arraché, c'est faux. Chaque acte notarié au Canada, chaque acte d'achat au Canada est notarié et personne ne paie en immobilier. Vous vous séparez, on sépare tout. On donne au conjoint qui était dans ta vie, même si ce n'est pas lui qui avait acheté. Parce que tu peux acheter ta maison avant le mariage, n'est-ce pas? Ton mari arrive.
Le jour où vous vous mariez, il habite dans cette même maison. Ça devient sa propriété aussi. À partir du jour où vous vous êtes marié, il est aussi dans le titre, au même titre parce que c'est sa résidence principale. Et le jour où vous vendez, il a droit au partage du part en date du jour où vous vous êtes marié. Bon à savoir. Bon à savoir. Pareil aussi pour les hommes. Le livre coûte 20 $. Je livre gratuit pour ceux qui vont me contacter. Donc, c'est bon à savoir avant d'embarquer dans les mariages quand vous avez déjà un bien immobilier. C'est très, très bien à savoir. Parce que lui, il doit payer 50-50. Ça rentre dans le partage du patrimoine. Parce que là, vous êtes en bien commun, là. Mais vous pouvez protéger ce bien en signant un contrat chez le notaire comme quoi lui ne pourra pas. En tout cas, tout se fait. Soyez accompagnés. Vous devez prendre contact. Moi, je vous parle des expériences que j'ai eues des professionnels. Mais ayez toujours un professionnel qui vous donne l'heure juste. Un notaire, un comptable, un fiscaliste. Avant de prendre tout engagement. On a également parlé des réfugiés. Oui, vous attendez vos papiers. Étudiante, oui, elle attend ses papiers. Mais pendant ce temps, économisez. Mettez de l'argent de côté. Ou bien vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas investir au pays. Achetez un terrain au pays. N'attendez pas. Pour moi, l'argent ne dort pas dans le compte bancaire. Vous n'avez pas les bons papiers au Canada. Achetez au pays. Commencez au pays. Chaque mois, tu envoies 1 000 $. En un an, tu as envoyé 12 000 $. Ça fait 6 millions. La fondation. En 5 ans, en attendant tes papiers, maman, tu as construit une maison où tu as déjà tes meublés ou les locataires. Là, ça sécurise ton avenir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Nous sommes venus au Canada se battre. Et pour moi, le premier gibier à attraper au Canada, c'est un prêt hypothécaire. Je ne sais pas si la synthèse a bien été. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez en zone de commentaires.